Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième webinaire sur l'intégration des bonnes pratiques BIM pour le lot CFA en phase pro à l'exécution. Alors, je me présente Loïc Langrand, je suis responsable marketing clientèle sur les clients prescripteurs. Je suis accompagné de mes deux acolytes, Julien Drouet de la société Autodesk qui est spécialiste BIM sur les solutions fluides et électricité, et également donc Bruno Guillaumont qui est directeur veille stratégique pour Schneider Electric. Bonjour. Bonjour. Alors, à l'agenda de ce quatrième webinaire, donc nous allons commencer par une introduction où nous allons faire un rappel de l'association entre Autodesk et Schneider Electric. Sera suivi d'une démonstration sur la maquette numérique par Julien, donc en live sur une maquette d'un bâtiment tertiaire. Également, donc, nous allons développer avec Bruno 3 cas d'usage et nous finirons par des questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos différentes questions tout au long de cet événement via notre chat en live. Alors, Schneider Electric et Autodesk collaborent depuis 2015 face à l'engouement face à l'engouement de la maquette numérique. Schneider Electric conçoit et développe des produits de plus en plus connectés qui s'intègrent dans le smart building, et Autodesk développe des solutions logicielles pour exploiter et concevoir des bâtiments de plus en plus smart. L'objectif de cette entente est de développer des nouveaux services dans le bâtiment connecté. Donc, comme on a pu le voir, nous avons réalisé 4 webinaires sur l'année 2018. Un premier webinaire sur l'intégration du lot électricité en phase courant fort APS et APD, donc qui s'est déroulé le 6 mars. Le 15 mai, nous avons réalisé un webinaire sur le lot courant fort en phase DCE. Le 25 septembre, nous avons développé un webinaire sur le lot courant faible en phase APS et APD. Et donc aujourd'hui, le lot courant faible en phase DCE. L'ensemble de ces webinaires sont enregistrés. Donc, si vous souhaitez revoir l'ensemble de ces webinaires, n'hésitez pas à aller sur l'espace client de Schneider Electric avec le lien www.partenaire.schneider-electric.fr. Vous retrouverez dans la boîte à outils, dans la rubrique tous nos webinaires, l'ensemble de ces supports en cliquant sur j'accède maintenant. Donc, on retrouve l'encadré en bas en rouge. Et vous y retrouverez l'ensemble de ces webinaires en replay, des dossiers thématiques et également des extraits de CCTP. L'intégration du courant faible et notamment la gestion technique du bâtiment connecté à la maquette est le cœur du bâtiment connecté. Cette intégration permet d'apporter de l'efficacité opérationnelle, de la productivité et de l'expérience des usagers avec des nouveaux services, et également de l'efficacité métier, à la fois de la conception jusqu'à l'exploitation avec des services que nous allons proposer aux exploitants. Schneider Electric développe depuis 2018 des produits avec un label dénommé EcoStruxure. Ce label permet de développer des produits selon 3 niveaux. Donc, des produits connectés où on retrouve des capteurs, des régulateurs, des compteurs d'énergie. Donc, l'objectif de tous ces objets IoT est de les connecter sur un second niveau qu'on appelle contrôle-commande, qui nous permet de piloter et de monitorer un bâtiment. Et l'intégration de ce contrôle-commande avec la maquette BIM nous permet d'apporter des applications et des nouveaux services avec une couche dénommée Apps, Analytics et Services, et notamment avec des services qui vont vous être présentés par Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Loïc, bonjour à tous. On attaque par le lot courant faible de la phase pro à l'exploitation maintenance. On va voir comment concevoir et construire un smart building et ensuite économiser en exploitation maintenance avec un jumeau numérique. Donc, on aura 2 parties. Une première partie, on va s'attacher à la prise en compte, à la modélisation des éléments du lot courant faible en phase conception-construction, c'est-à-dire la modélisation des capteurs, actionneurs, vannes, contrôleurs, etc. Et ensuite, également, la modélisation de l'architecture, c'est comment ces éléments sont reliés
qui commande quoi, qui communique avec quoi. Et Julien fera sa démonstration, bien sûr, sur Revit. Dans une deuxième étape, j'aborderai les cas d'usage du BIM en exploitation maintenance et en particulier du BIM en interaction avec la GTB, la gestion des ouvrages, des équipements, des espaces ou des énergies. On va avoir des cas d'usage qu'on a expérimentés sur nos sites et puis on verra qu'est-ce qu'il faut faire en amont dans les conventions BIM, dans le DCE numérique, dans les CCTP pour concrétiser donc ce BIM en exploitation maintenance intérêt aux autres solutions du bâtiment et qui va apporter de la valeur aux occupants, à l'exploitant, au facility manager, voire au gérant de patrimoine. Sur la première partie, juste avant de passer la parole à Julien, je voudrais montrer un petit peu le cheminement qu'on va suivre. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une nouvelle offre qui est notre contrôleur de terrain SmartX IP. C'est un contrôleur qui va gérer les capteurs de température, d'humidité, de CO2, etc. Donc bien sûr, nouvelle offre, l'offre arrive avec son modèle BIM. Et bien sûr, d'ores et déjà, cette offre, vous pouvez l'intégrer dans votre maquette. Si ensuite vous êtes dans le cadre d'un projet en loi MOP, vous pouvez aussi enlever les propriétés qui vous embêtent de référence aux produits, de marque, etc. Ou alors vous pouvez aussi suivre une procédure avec des objets génériques, vos objets génériques ou ceux qui sont travaillés aujourd'hui dans la profession. Et au fur et à mesure du cheminement, vous enrichissez votre objet générique, donc avec vos propriétés qui contiennent vos exigences. Donc là, par exemple, j'ai pris une exigence où on demande une communication Ethernet et avec 2 ports Ethernet, ce qui va permettre au moment de l'installation, une facilité d'installation, parce qu'on va utiliser du daisy-chain. Et au global, on va économiser sur les coûts avec moins de switch Ethernet, moins de câbles. Donc, on arrive en phase du DCE où là, on a un DCE numérique si effectivement la maquette avec les objets, les équipements sont enrichis des exigences et des fonctions qu'on attend. Et quand on va rentrer en phase construction, mise en œuvre, à ce moment-là, on va aller chercher dans les bibliothèques des fabricants les objets constructeurs qui correspondent aux spécifications de l'objet générique. Et là, on voit qu'effectivement, donc le SmartX IP MVP a bien 2 ports de com, permet on peut lui relier la température, l'humidité, le CO2. Il est full IP côté Ethernet. Donc voilà, il correspond et on va pouvoir remplacer l'objet générique par un vrai objet fabricant et comme ça avancer vers le DOE numérique pour après avoir en exploitation maintenance une maquette avec les vrais produits qui ont été installés dans le bâtiment. Voilà, donc Julien va suivre à peu près ce schéma, je lui laisse la parole, on voit tout ça de manière concrète dans Revit avec Julien. Donc bonjour à tous, rapidement je me représente, Julien Drouet, je travaille chez Autodesk depuis 11 ans, je suis en charge des solutions fluides et de formation ingénieur électricien. Et voilà, et donc j'ai le plaisir de vous présenter pour cette 4e édition les différentes manipulations dans Revit qui permettent effectivement d'aller vers une maquette disponible pour la phase OP. Alors, en introduction de ce 4e webinaire, qu'est-ce que l'on va voir effectivement? L'idée, c'est de capitaliser sur l'avant-projet. Donc, dans le webinaire 3, on a vu comment démarrer en fait un projet en courant faible. Et là, l'idée, c'est de s'inscrire dans la suite, d'attaquer la phase pro, le DCE, puis, comme Bruno l'a introduit, effectivement, la bascule en exé pour finalement obtenir une maquette riche et exploitable pour la phase opération maintenance.
Donc, la première phase, naturellement, ça va être de démarrer par l'implantation. On a vu dans le troisième webinaire qu'on travaillait surtout sur les infrastructures, le synoptique, les schémas de principe, etc. Là, on arrive en phase DCE. Et l'idée, c'est effectivement de capitaliser sur ce qui a été fait. Donc, on va commencer par quelque chose que vous connaissez sans doute bien, qui est la partie détection incendie. On a notre zoning et là, typiquement, on a nos zones de détection automatique qui ont été définies à l'APD. On a une vue spécifique dans notre modèle qui nous permet de le rappeler. Et donc, on va s'appuyer en fait sur ce zoning pour venir positionner les différents éléments de l'installation dans chacune des zones. Donc, Revit offre les outils qui permettent naturellement de faire de la plantation. Pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas vraiment dépaysés dans le sens où on travaille effectivement en vue de dessus, c'est-à-dire comme si on était en 2D. La seule différence, c'est qu'effectivement, les éléments ont une élévation, mais sinon, ça revient à faire de l'implantation, tout ce qu'on a de plus traditionnel, en venant sélectionner les différents objets. Donc, on a commencé avec les déclencheurs manuels. Maintenant, on s'attaque à la partie diffusion sonore. Donc, dans le projet Green Valley sur lequel on s'appuie, on a une sonorisation de sécurité qui est installée. Donc, on vient placer nos différents haut-parleurs dans les faux plafonds des différentes pièces. Donc voilà, c'est vraiment de l'implantation, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, vous noterez qu'on a des petites aides qui permettent d'aligner au besoin les éléments. Donc une fois qu'on a commencé à placer nos parleurs, on continue avec naturellement les détecteurs incendie. Donc tout ce qui constitue en fait nos zones de détection, les éléments constitutifs de ces zones de détection. Donc on vient les implanter. Donc là, on travaille dans la zone restaurant. Pour ceux qui ont assisté au webinaire précédent, notamment le courant fort, on pouvait bien noter ces différentes choses. Et le dernier élément constitutif, on va dire, de cet ensemble zone de détection automatique, ce sont les indicateurs d'action. Donc là, vous voyez qu'on vient les positionner au-dessus de chacune des portes dans lesquelles se trouvent des détecteurs. Voilà, là, c'est simplement un aperçu du travail à réaliser. Une fois que l'on a implanté ces éléments, on vient enrichir le modèle en annotant, donc avec l'outil d'annotation, et naturellement, on procède de la sorte sur l'ensemble du niveau concerné, et même sur l'ensemble du bâtiment, dans les faits. Et on vient ensuite faire ce qui apporte vraiment de la valeur ajoutée, c'est-à-dire créer les connexions. Donc, en fait, avec Revit, on vient en faire plus en faisant beaucoup moins. C'est-à-dire que on va apporter beaucoup plus d'informations que ce que l'on peut avoir sur un plan classique, mais de façon très très simple, c'est-à-dire en venant sélectionner les différents éléments qui sont sur chaque boucle de détection. Donc, on va avoir une boucle par zone de détection, là, en l'occurrence. Et vous voyez qu'on retrouve, en fait, si on s'appuie sur notre zoning, on va être en mesure de recréer exactement les boucles de détection par zone. Donc, vous voyez qu'en activant le navigateur de système, on a une visualisation immédiate des différentes zones. Donc, dans les palettes de propriété, dès que l'on sélectionne en fait un circuit, en fait une boucle, on la voit apparaître dans la palette de propriété. À gauche, vous voyez le nom de la zone. Donc, on recrée en s'appuyant donc sur ce zoning de façon très très simple. On recrée l'infrastructure correspondant à mon installation. Donc, c'est simplement de l'implantation, tout ce qu'il y a de plus basique, par défaut. En revanche, on apporte énormément d'informations supplémentaires. J'ai ma souris. Hop. Alors, deuxième phase.
on va s'intéresser à la partie GTB, puisque c'est un petit peu ce sur quoi Schneider et Autodesk travaillent essentiellement. Donc, pour rappel, dans le troisième webinaire, on avait créé en fait l'infrastructure de base correspondant à un synoptique simplifié tel que l'on pourrait être amené à le fournir en phase APD. Bon, maintenant, en fait, on va s'appliquer à implanter et surtout connecter les éléments les uns avec les autres. Alors, en GTB, en fait, en général, on vient surtout connecter des éléments qui ont été placés par d'autres lots. Donc, en l'occurrence, toute la partie éclairage, la partie CVC. Donc là, dans la vue que j'ai créée du rez-de-chaussée pour la partie GTB, je viens simplement activer l'affichage des éléments constitutifs, donc luminaire, détecteur, le ventiloconvecteur. Et maintenant, je vais venir simplement rajouter ce que le lot GTB vient ajouter, à savoir nos boîtiers de contrôle-commande. Donc là, en l'occurrence, on est sur une gamme type la gamme Stibil de chez Schneider. Mais on va dire, si on était en DCE, on pourrait imaginer ne pas avoir marqué Stibil, mais simplement marqué boîtier de commande GTB. Et ce qui permet effectivement de rester dans un monde générique, on va dire. Et une fois qu'on a implanté dans le plafond naturellement ces boîtiers que l'on positionne correctement sur notre plan, on vient tout bêtement créer les liens existants entre ces différents éléments. Donc, nos boîtiers Stibil sont alimentés par le coffret GTB qu'on a vu brièvement à gauche dans le local TGBT. Et ensuite, on vient simplement sélectionner ici nos deux luminaires et dire, voilà, ces luminaires, ils sont contrôlés et commandés par mon boîtier. Et donc, on vient tout bêtement sélectionner le boîtier en question et on a créé le lien. C'est une manip qui dure vraiment 2-3 secondes. En revanche, en termes d'informations que l'on apporte à la maquette, c'est énorme. Donc, on procède de la même façon par chaque élément terminal commandé par ce boîtier. Et vous noterez qu'en fait, la première fois, il faut aller sélectionner et ensuite, on a juste besoin de créer puisque le logiciel retient que le dernier tableau sur lequel on a été connecté. Donc forcément, quand on change pour la pièce d'à côté, il faut penser à venir resélectionner le bon boîtier. Mais vous voyez que la manipulation, c'est quelque chose de très, très simple. Donc là, on est sur la zone commandée par le coffret située dans la zone cuisine. Donc, on a dans notre projet uniquement cette partie qui se trouve être commandée par la GTB. Et une fois qu'on a créé cette infrastructure, toujours dans notre navigateur de système, on a la possibilité de naviguer à l'intérieur des informations, retrouver chaque lien, chaque boucle, chaque circuit, chaque élément terminal pour savoir à tout moment quels sont les éléments connectés les uns avec les autres et la façon dont en fait ces éléments sont connectés. Donc, vous voyez, sur le deuxième boîtier, on retrouve nos différents circuits. Idem pour le troisième. Donc, on apporte vraiment énormément d'informations de façon on ne peut plus simple. Donc là, si on s'intéresse à l'autre partie du bâtiment où on a beaucoup plus de GTB, là en l'occurrence, d'installer, donc on a d'ores et déjà implanté nos éléments et même chose, on vient simplement créer nos liens en fait. Donc là, dans mon local GTB, donc j'ai traité ce local-là parce qu'il est assez symbolique, c'est le local où se trouve le cœur du système. Et donc, de la même façon, on vient commander nos éléments. Donc, maintenant, on est en phase un peu plus avancée. Toute l'implantation a été réalisée, les connexions, etc. Donc, on retrouve vraiment une infrastructure beaucoup, beaucoup plus complète. On a la possibilité de rajouter des zones pour rendre le plan un petit peu plus lisible. Mais vous noterez surtout ce qui est important, c'est ce qui se trouve voilà, ici dans le navigateur, c'est que on retrouve l'ensemble de l'installation qui va, là pour le coup,
nous permettre de mieux comprendre comment fonctionne le bâtiment, y compris sur ce lot. Et on le verra à la fin de ma présentation, mais toutes ces informations vont s'avérer particulièrement précieuses à l'exploitation. Voilà. Alors, troisième élément, voilà, on est en phase d'exploitation, le DO a été rendu et on est amené à réaliser une modification. Alors là, Bruno vous a parlé brièvement de l'apparition d'une nouvelle gamme. À l'époque où ce bâtiment a été réalisé, il a été fait en style, notamment parce que la gamme SmartX n'existait pas, SmartX IP. Là, on vient se dire, tiens, dans cette pièce, je voudrais la passer en GTB. Donc, je viens simplement changer en 2 clics mes luminaires pour les rendre compatibles. Voilà. Et puis, je viens ensuite charger depuis le site de Schneider le contenu dont je vais avoir besoin. Alors ici, typiquement, on a notre gamme et on est amené en fait à charger dans le modèle notre projet qui a été fourni par Schneider, donc projet d'exemple, et on vient simplement éditer en fait chaque famille. Donc vous voyez que lorsque je sélectionne un élément, il y a les connecteurs qui sont déjà prévus, donc la différente connectique correspondant aux entrées-sorties que Bruno a mentionné tout à l'heure. Et ensuite, cette famille, je viens tout bêtement la charger à l'intérieur de mon projet. Et ensuite, je vais venir placer ces éléments. Alors, ce MPV, là, ce module, en fait, il agit sur les registres de CVC. Donc, dans mon projet, je viens activer la vue la vue du modèle CVC lié et je vais venir positionner en fait mes modules MPV au niveau des registres qui correspondent qui ont été installés en fait dans la pièce que je souhaite traiter. Donc là, je place effectivement mon élévation telle qu'il faut et je viens placer mon module au bon endroit. Voilà, donc il est sur mon registre. Je procède de la même façon de l'autre côté. Donc là, je place mon module pareil. Et donc, j'ai équipé avec mes organes de commande, on va dire, ma pièce. J'ai rendu mes luminaires compatibles pour qu'ils puissent également être traités. Et je viens connecter tout simplement, vous voyez, les différents connecteurs Ethernet. Je viens connecter cette entrée Ethernet à la baie dans lequel se trouvera le module, le switch qui permettra de gérer effectivement mon installation. Et je procède exactement de la même façon sur le deuxième module. Et pour ce qui est des remontées d'informations, je peux également utiliser l'entrée BACnet pour accorder ça à mon installation existante et donc venir associer en fait chaque module MPV que j'ai installé avec le coffret de commande GTB de la zone qui va bien. Donc voilà, troisième étape, il me faut quand même un organe un sensor dans la pièce, donc un détecteur qui va venir permettre la régulation en collectant les informations de température, d'humidité, et ainsi de suite. Et donc, ce sensor qui est présent dans le projet que Schneider fournit sur lequel s'appuyer, je viens exactement de la même façon le charger dans mon propre projet. Puis, une fois que je l'ai placé dans la pièce,
je viens le connecter à mon système de GTB en allant naturellement choisir l'organe qui viendra commander en fait et recueillir plutôt les remontées d'informations. Donc voilà, c'est simplement comment dans une maquette existante, si l'on est amené à réaliser des modifications, on peut le faire de façon très très simple. Et vous voyez que naturellement, tout ce que l'on a réalisé vient enrichir l'infrastructure de câblage. Alors, en cliquant tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'ai zappé une vidéo qui est juste la vidéo relativement importante qui illustre comment, en fait, de la phase DCE à la phase EXE, on vient choisir nos matériels. Donc, pour illustrer cette partie, en fait, on va s'appuyer sur la partie B informatique. Donc, toujours dans notre local serveur, on a une B que le bureau d'études Artelia a créé. C'est un modèle générique dans lequel ils ont, eux, rajouté un certain nombre de propriétés, mais plus liées à la partie administrative, mais ce ne sont pas des propriétés techniques à proprement parler, on est vraiment sur un objet générique. Et là, de la même façon, en fait, lorsqu'on passe en phase EXE, on vient choisir quelle sera la gamme de matériel que l'on va installer. Donc là, en l'occurrence, chez Schneider, on vient s'intéresser à la gamme Actaci, avec un certain nombre de racks qui permettront par la suite, une fois équipés, d'avoir une gestion très très fine de l'ensemble de l'installation. Et on vient charger en fait les familles qui vont bien. Alors vous voyez qu'on a deux types de familles. On a des familles de B serveurs et des familles de B de brassage traditionnel, on va dire. Donc on vient télécharger depuis le site de Schneider ces éléments, ou alors si on va les chercher sur BIMobject, on aura le module BIMobject qui permet de les charger directement. Et là, vous voyez que lorsqu'on vient sélectionner en fait notre baie, ainsi que d'ailleurs la première baie de répartition située dans l'infrastructure, en fait, une fois sélectionné et chargé et que l'on a chargé la bonne famille, il suffit simplement de venir modifier l'élément et automatiquement cet élément est remplacé. Et vous noterez que la connexion qui avait été réalisée entre la baie serveur et les baies de brassage, cette connexion est conservée sans aucun souci. Vous noterez également aussi la qualité de modélisation. On est sur un niveau de détail qui est bien supérieur, même si en vue de dessus, comme ça, on a l'impression que c'est juste comme un bloc AutoCAD traditionnel. Il n'empêche qu'on a beaucoup plus d'informations, que ce soit graphique que en termes de propriété. Donc, on le fait sur la baie serveur. Naturellement, on va procéder de même pour chaque baie de sous-répartition. Donc là, on voit comment… qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Là, on voit comment on vient modifier, en fait, en procédant exactement de la même façon, notre baie générique par une baie on va dire moins générique, hein, qui est donc plus constructeur. Et là, vous voyez qu'immédiatement dans l'infrastructure, dans le navigateur de système, on voit immédiatement l'information qui est mise à jour. Si on vient éditer cette famille, de la même façon, on retrouve en fait un niveau de modélisation bien supérieur, avec surtout énormément d'informations liées à la gamme de produits et d'informations techniques beaucoup plus fines. Donc, voilà. Alors, je me recale bien dans l'ordre de mes vidéos. La dernière partie, c'est la mise à disposition des informations pour l'exploitant. Donc là, en fait, simplement l'idée de cette courte présentation, c'est de vous montrer la richesse de l'information qui va être mise à disposition de l'exploitant pour que
ensuite il puisse en tirer parti dans le cadre de son exploitation. Donc, si on repasse un petit peu en revue ce que l'on a fait sur la partie, par exemple, détection incendie, nos zones de détection automatique sont stockées. On a toute l'infrastructure, on sait quels sont les éléments connectés avec les uns avec les autres. On a exactement la même chose au niveau de la partie GTB. Donc, on retrouve, une fois qu'on active naturellement la bonne vue, on retrouve notre infrastructure telle qu'elle a été réalisée au cours de la phase exé. On a donc l'ensemble des éléments, encore une fois, qui sont à l'intérieur de notre fichier. On n'a pas ces informations qui sont réparties ici dans un synoptique, là dans un fichier Excel, etc. Tout est vraiment bien disponible au même endroit. Et on a également la même chose qui va se trouver disponible pour la partie VDI, puisqu'on a vu que les différentes manipulations qui nous ont permis notamment de modifier le type de B, par exemple, on retrouve notre infrastructure telle qu'elle existe, telle qu'elle avait été faite à l'APD dans le synoptique. Et naturellement, on est allé un cran plus loin puisque on va avoir connecté nos différentes RJ45 qui se trouvent à l'intérieur de la zone couverte par le sous-répartiteur. Toutes ces RJ sont connectées au répartiteur. Donc là, on retrouve la liste des différents liens qui ont été créés. Et naturellement, d'un simple clic au niveau du navigateur de système, on voit immédiatement quelle est la RJ, à quel sous-répartiteur elle est raccordée. On a aussi l'information de l'étiquetage s'il a été renseigné au moment de la création du circuit. Donc vraiment, on a toute l'information. Et ce qui est à noter, alors un petit aparté sur les courants forts, c'est que dans notre modèle, on retrouve aussi naturellement toute l'infrastructure courant fort, ce qui peut être bien utile aussi au niveau de l'exploitation. Et donc, on va en fait, encore une fois, stocker dans un lieu unique qui se trouve être le fichier Revit. On vient stocker en fait l'ensemble de l'information pour pouvoir y accéder très simplement et la mettre à disposition pour des brillants collaborateurs comme le groupe Schneider qui vont pouvoir, eux, venir connecter leur propre système à un modèle enrichi de la sorte. Donc Bruno, je te repasse la parole. Tac. Alors, voilà. Alors, sur le BIM en exploitation maintenance, en lien avec les autres solutions mises en œuvre dans le bâtiment, je voudrais d'abord démarrer par une vidéo qui montre un petit peu ce que nous avons expérimenté sur notre propre site avec Autodesk. Donc, c'est le projet Green Valley avec deux bâtiments au cœur de la presqu'île technologique éco-cité innovante de Grenoble. Donc, le premier bâtiment qu'on voit ici, nous sommes propriétaires, il fait 11 000 m² plus 7 000 m² de laboratoire. C'est un Lab parce qu'il abrite nos équipes d'innovation. En particulier, on travaille dessus, on verra plus tard, sur de nouvelles générations de capteurs IoT, des capteurs d'occupation capables de détecter la présence et de compter le nombre de personnes dans une zone d'à peu près 40 m². L'imagerie infrarouge et les algorithmes complexes permettent de respecter la vie privée des gens, puisqu'on ne transmet que le nombre de personnes, mais pas du tout d'images. Et donc, sur ce bâtiment, le BIM a été mis en œuvre de la conception jusqu'à l'exploitation maintenance, où on expérimente des cas d'usage. Le bâtiment est déjà livré, et nos équipes y sont depuis à peu près une année. Donc, le deuxième bâtiment, lui, il fera 25 000 m². On vise, en termes d'efficacité, 37 kWh par mètre carré par an. Donc, c'est pas mal. Un équilibre entre l'énergie
produite sur le site photovoltaïque, donc un équilibre entre autoconsommation et autoproduction. Et puis, en termes de certification LEED, on vise 103 points sur 110, ce qui en ferait le premier bâtiment au monde dépassant les 100 points. Donc voilà pour le cadre du projet. Maintenant, on va zoomer sur des cas d'usage qui mettent en valeur l'intégration entre la maquette numérique et les autres solutions, comme la GTB par exemple, et comment en liant les deux, on va pouvoir apporter de la valeur à l'exploitant, au facility manager, voire à l'occupant. Alors, le premier cas d'usage, on va voir comment, grâce à la maquette numérique, à sa vision, à sa vue réaliste du bâtiment, à sa vue 3D, comment on va pouvoir analyser plus facilement peut-être du big data. Donc là, on rentre dans la maquette sur une zone et on va pouvoir localiser précisément les capteurs où ils se situent. Voilà, en se mettant sur un capteur, on va pouvoir bien regarder son historique des relevés. Donc on a des capteurs de température, d'humidité ici, de CO2. Voilà. Mais après, on pense que c'est pas une vue globale dans la maquette où on va afficher en temps réel des données, des alarmes. C'est pas forcément optimum pour la supervision. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, comme on le voit ici, rejouer une heure, une journée, 2 jours de la vie du bâtiment. Donc là, vous avez le temps en bas qui s'écoule, n'est-ce pas? Et on rejoue en accéléré avec, là c'est sur la présence, on voit les petits bonhommes qui se déplacent, donc là c'est sur la température, on joue sur un code de couleur et on fait dérouler en accéléré la journée d'hier, d'avant-hier, la journée qu'on souhaite pour voir l'évolution des températures. Et si on mixe les deux, là on voit sur cette vidéo à la fois les températures et la présence qui peut permettre de manière très visuelle et graphique repérer une zone du bâtiment qui est chauffée alors qu'il n'y a personne, de repérer que la salle de réunion n'est pas finalement tant utilisée que ça, et elle est avec 3-4 personnes, et donc il vaut mieux peut-être la découper en deux, en faire une partie salle de réunion et une partie bureau. Donc c'était le premier point, aide à l'analyse du big data. Le deuxième cas d'usage qu'on a traité, c'est la localisation précise d'un équipement dans la maquette. Alors bien sûr, on peut le localiser à partir d'une vue en plan, ou on le voit un petit peu après d'une vue 3D. Mais également, là aussi, il nous a semblé que pour diagnostiquer, c'est ce schéma-là, pour diagnostiquer le problème, une vue synoptique, un schéma de principe de la GTB, où on peut comprendre que le capteur est ouvert, que la vanne est ouverte, que la température à tel endroit est de temps. On va faire le diagnostic dans la GTB. Par contre, quand il va falloir intervenir sur le terrain, alors là, on a besoin d'aller voir précisément l'équipement, où il se situe dans la maquette, comment on y accède, la référence de l'équipement, vérifier au passage qu'on a bien un stock, si on doit le remplacer, éventuellement consulter ses notices, et ensuite on va intervenir sur le site une seule fois, réaliser l'intervention et revenir. Et non pas comme bien souvent, des allers-retours, on va sur le site, on démonte, on note la référence, on repart, on n'a pas la référence, on revient, on referme tout, et on revient 3 jours après pour faire la même manip avec la pièce. Donc voilà le deuxième cas d'usage traité. Le troisième cas d'usage, je ne vais pas y revenir dessus parce que finalement, Julien l'a bien traité. On voit bien qu'en exploitation maintenance, si de manière visuelle, avec une vue 3D du bâtiment, on peut facilement retrouver qui alimente quoi, qui contrôle quoi, ça va aider au diagnostic et ensuite aider aussi à se déplacer sur l'équipement en question. Dernier cas d'usage, sur le fait de faciliter
les interventions sur le terrain, où effectivement, avec un terminal mobile, on va pouvoir, dans le cadre de réalité augmentée, se déplacer vers l'équipement en fonction de là où on est. Donc, le chemin nous est indiqué. Et après, une fois en face de l'équipement, on peut bien sûr consulter la documentation associée. Et puis si on s'éloigne du chemin et qu'on en prend un autre, le chemin optimum est recalculé automatiquement. Et là, c'est impressionnant ce qu'il y a. Donc voilà des cas d'usage qui ont été travaillés avec Autodesk, Schneider sur nos sites pour voir l'apport du BIM en exploitation maintenance en lien avec les autres solutions du bâtiment. Alors, j'ai passé un point qui est aussi important, c'est on a bien pris conscience lors de cette expérimentation qu'un point très important était les règles de nommage, et tôt dans le projet, adopter les règles de nommage pour que à un élément dans la GTB corresponde le même élément nommé de la manière identique dans la maquette numérique. Et comme ça facilite le passage de l'un à l'autre. Juste ce slide pour montrer un petit peu l'architecture technique, où on a bien sûr utilisé Revit en conception, mais en exploitation maintenance, pour justement lier et merger, fusionner les données de la maquette ou de la GTB ou de nos capteurs IoT. On a utilisé un autre outil d'Autodesk qui est Forge, et qui va donc, dans la maquette numérique, venir ajouter des données issues, alors ici, de notre GTB, donc c'est toutes les solutions qu'on a installées sur le site, de notre solution qui permet de gérer et d'optimiser les espaces, le monitoring des énergies, le management des approvisionnements en énergie, et puis après aussi notre solution récente qu'on expérimente qui s'appelle microgrid, hein, où plus que sur le site on a une énergie renouvelable produite, eh bien on va avec du stockage par batterie gérer cette énergie au mieux, et soit l'autoconsommer, soit la réinjecter sur le réseau, voire on va offrir une capacité d'effacement à l'opérateur, c'est-à-dire sur demande de l'opérateur, lorsqu'il a un pic et qu'il a besoin que la demande s'ajuste à la baisse, eh bien on va proposer de s'effacer, bien sûr on va le valoriser, hein, et donc à ce moment-là c'est la gestion avec les batteries qui va permettre de ça. Donc voilà. Donc tout ça est expérimenté sur le site. Alors maintenant, si on revient dans la phase amont, pour concrétiser ça, effectivement au niveau des conventions BIM, des DCE, des CCTP, il faut apporter de la précision. On peut pas se contenter de dire la maquette numérique sera liée à la GTB, mais il faut aller un petit peu plus loin, pour qu'ensuite, derrière, les solutions, ce qui est demandé, ça soit chiffré et réalisé. Donc, en particulier au niveau des conventions BIM, effectivement, il faut préciser que les capteurs, actionneurs, contrôleurs, interfaces de com soient représentés dans la maquette, que l'architecture logique du système de communication et contrôle soit réalisée dans la maquette. Donc, c'est ce qu'on a vu avec Julien. Dans la convention BIM aussi, les cas d'usage de la maquette, et en particulier ceux en exploitation maintenance, doivent être précisés. Et ensuite, dans les CCTP également, les fonctionnalités doivent être un peu plus détaillées. Je prends l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement, le fait que les règles de nommage soient respectées, c'est pas mal de le mentionner.
Si on veut effectivement les cas d'usage qu'on a évoqués, il faudra préciser que à partir d'un équipement ou d'une alarme de la GTB, on puisse très facilement aller le géolocaliser à l'intérieur de la maquette. Pareil pour l'analyse Big Data qu'on a eue. Et donc, c'est en mettant ça dans les CCTP qu'effectivement les entreprises répondront et on concrétisera ces expérimentations. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé d'outils qui existaient, qui arrivaient pour aider dans la démarche, dans le processus, en particulier de convention BIM type, du plan de transition numérique du bâtiment ou de Mediaconstruct. Alors, la convention type de Mediaconstruct sera disponible qu'en janvier, car on a voulu intégrer l'apport du projet Mind qui traite des infrastructures en fait. Et donc, ce sera le même document qui traitera infrastructures et bâtiments. Celle du PTNB est disponible sur le site du PTNB. On a tout l'aspect méthodologie, processus, cas d'usage qui est couvert. Il y a des outils, des documents types, et chaque cas d'usage, il y en a un certain nombre, il y en a à peu près une quarantaine, est précisé. Et là, on voit par exemple ce cas d'usage sur la gestion des ouvrages et des équipements. On voit effectivement une partie concernant la GTB, etc. Alors, cet outil sera disponible dans votre espace client prescripteur du bâtiment. Vous y trouvez aussi également l'accès à nos bibliothèques et qu'on continue régulièrement à enrichir. On a aussi des vannes qu'on n'a pas vues aujourd'hui, mais enfin il y a d'autres offres. Et en particulier, tout récemment, on vient de lancer une nouvelle offre de prise interrupteur Unica avec différentes gammes. Et bien sûr, les modèles associés sont disponibles dans nos bibliothèques avec aussi un peu du contexte, des outils qui permettent de prendre bien connaissance de cette offre. Voilà, j'en ai terminé avec ma partie et je crois que Julien, on a quelques questions à poser avant de passer à la phase questions-réponses. Tous ensemble. Alors, quelle est la souris? Elle est là. OK. Alors, effectivement, avant de passer à la phase questions-réponses, on aurait quelques petites questions à vous poser. Donc, pour ceux qui ont assisté déjà aux différents webinaires précédents, vous avez déjà eu l'occasion de répondre à la plupart d'entre elles. Mais la première question, c'est de savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes ou non. Donc, voilà, on laisse répondre encore un petit peu. On attend. Alors, pour répondre, c'est très simple. Hein, c'est directement au niveau de l'interface. Vous avez juste à cliquer. Donc, en temps général, on passe les 70% de votes. Donc, voilà. Merci donc pour cette première question. La deuxième, traditionnelle également, c'est est-ce que vous souhaitez recevoir des communications BIM Autodesk? Alors, bon, cette série de questions sont aussi liées pas mal à la RGPD qui a été mise en place et qui requiert votre consentement pour être contacté. Puis nous, on est aussi intéressé de savoir si tout ce qui tourne autour du BIM d'Autodesk ou du BIM de Schneider et des deux, si vous souhaitez effectivement avoir plus d'informations sur le sujet. Donc ça, ce sont des communications Autodesk. Vous avez la même question par rapport aux offres Schneider liées autour
autour du BIM ou non d'ailleurs. Hein. Je pense que là, c'est un petit peu plus large. Est-ce que vous souhaitez être contacté par Schneider Electric, globalement? Enfin, est-ce que vous souhaitez recevoir des communications de Schneider Electric? Pour ce qui est d'être contacté, ça va être un petit peu après, à savoir maintenant. Donc voilà, on voudrait savoir si vous souhaitez, par rapport à tout ce que vous avez pu voir sur maintenant sur ces 4 webinaires, hein, puisque ça forme quand même un tout qu'on a essayé de rendre cohérent. Donc en traitant d'abord de la partie courant fort sur l'ensemble du cycle de vie du projet, puis sur la partie courant faible. Donc voilà, on voudrait simplement savoir si vous souhaitez avoir plus d'informations, être contacté pour pouvoir aller un petit peu au-delà. Donc voilà pour la partie Autodesk. Même question par rapport à Schneider Electric. Donc souhaitez-vous être contacté par des experts de Schneider Electric pour traiter des différents sujets que vous pourriez être amené à traiter. Voilà. Alors, on arrive, il n'en reste plus que 2, je vous rassure. Non, 3. OK. Voilà. Donc, alors maintenant, par rapport à ce que vous avez vu plus spécifiquement, est-ce que vous souhaitez recevoir en exclusivité la bibliothèque BIM d'appareillage Unica que vous a brièvement présenté Bruno, brièvement et brillamment. Ah, oui. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à le faire savoir au travers de la réponse de ce sondage. Voilà. Et puis, donc maintenant, de façon plus générale, on aurait souhaité également savoir, en gros, sur quelle proportion de vos projets vous êtes amené à travailler en BIM. Donc, est-ce que ça arrive jamais ou ça arrive plus ou moins, ou même au contraire, vous ne faites que ça. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez instructif pour nous de voir un petit peu comment le BIM se développe. Et d'ailleurs, quand je regarde les réponses, c'est rigolo de voir que par rapport aux réponses qu'on a eues lors du premier webinaire, on a une proportion de gens qui sont amenés à travailler en BIM qui est plus importante en cette fin d'année qu'au début. Alors, est-ce un effet de nos webinaires? Je ne sais pas, ou peut-être une avancée du marché. Toujours est-il que, voilà, sans doute les deux, toujours est-il qu'effectivement les choses évoluent, mais c'est intéressant pour nous d'avoir en fait cette photographie du marché à un instant T. Et enfin, pour ceux qui sont amenés à faire du BIM, est-ce que vous exploitez en fait les possibilités offertes d'un point de vue électrique, c'est-à-dire tout ce qui est connexion, création des infrastructures, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou bien, comme encore malheureusement trop souvent, un outil comme Revit vous sert essentiellement à créer le modèle en 3D à des fins de coordination et de synthèse, par exemple. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi un point. Par rapport au début de l'année, je pense. Oui, ça a évolué. Là, pour le coup, j'aurais tendance à penser que nos webinaires ont peut-être eu une influence. Donc voilà, on arrive effectivement au bout de ce sondage. On a quelques questions-réponses. Mon collègue m'en a passé quelques-unes qu'on va pouvoir traiter. Alors, peut-on extraire les nomenclatures des connexions? Oui, tiens. Voilà, peut-on extraire les nomenclatures des connexions avec un tri ou une arborescence en fonction des unités de contrôle? Alors oui,
en utilisant les outils de nomenclature, on va être en mesure en fait de créer des nomenclatures dites de circuits qui correspondront en fait aux différents types de connexions que l'on va avoir créés. Et dans cet outil de nomenclature, on va retrouver des fonctions, enfin des outils de tri qui vont nous permettre en fait de trier par type, soit de connexion, soit par type de contrôleur ou voilà. Donc c'est la réponse à la première question est oui. La deuxième, est-ce qu'il est possible de générer automatiquement le synoptique GTB? Alors ça, par défaut, ça ne l'est pas, à mon plus grand regret. Mais il faut savoir que naturellement, c'est une demande forte. Donc on est sans doute amené à travailler là, sur cet aspect-là. Ouais, je vais fermer ça pour que les gens puissent voir effectivement nos têtes. Donc, il faut savoir on a des partenaires technologiques sur le marché qui, eux, permettent de combler les points sur lesquels Autodesk, de son côté, n'avance peut-être pas forcément assez vite. Et il y a des solutions, je pense à Magicat par exemple, qui est en mesure d'extraire de l'infrastructure de câblage l'ensemble des schémas et synoptiques afférents. Même chose avec Alpi, qui lui aussi est en mesure en fait de générer ces synoptiques à partir du travail fait à l'intérieur de la maquette. Mais on ne désespère pas que ce soit dans quelques temps disponible pour tous les utilisateurs de Revit, même s'ils n'ont pas fait appel à un plugin extérieur. Par contre, c'est vrai que sur nos GTB, on a eu l'occasion aussi d'utiliser des vues de la maquette avec des copies d'écran pour faire des fonds d'écran de nos GTB. Alors, il y a une question a priori sur le fonctionnement de partner.schneider.electric.fr qui ne marcherait pas. Par contre, partner.schneiderelectric.com fonctionne. Bon, voilà, c'est un point à regarder. Donc, voilà. Ensuite, pose un problème de propriété, de savoir-faire de la maîtrise se retrouvera dans la nature. J'en ai une qui m'est arrivée par. D'accord. Je croyais que comme elle était longue, mais si tu as déjà la réponse, c'est très bien. En fait, oui, là, il y a une question qui tourne autour de la propriété intellectuelle liée à la maîtrise d'œuvre et le fait de transférer cette propriété intellectuelle notamment aux entreprises et même au niveau de l'exploitant. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse simple. C'est quelque chose qui doit être contractuel. C'est-à-dire que l'ensemble des juristes qui se penchent sur la question disent que pour tirer au clair ces choses-là, ça doit être très clair dès le départ. C'est-à-dire que Bruno a insisté sur l'importance de la convention BIM pour être en mesure de retrouver les bonnes informations. De la même façon, contractuellement, au moment de la création du projet par la maîtrise d'ouvrage, au moment où elle s'engage avec sa maîtrise d'œuvre, puis au moment où les entreprises s'engagent avec la maîtrise d'ouvrage via le projet, puis au niveau de la phase d'exploitation, à chaque fois, on a de la transmission et on a ce problème de propriété intellectuelle qui se pose. Les choses doivent être juste contractuellement claires. À partir du moment où le maître d'ouvrage veut tirer vraiment profit de l'ensemble du travail qui sera fait pour le mettre à disposition, il doit prendre des mesures pour que ça soit clairement dit dans le contrat et faire en sorte que ça ne pose pas de soucis. Après, les entreprises, que ce soit les maîtres d'œuvre ou les entreprises d'exécution, prennent connaissance et acceptent ou non la transmission de cette information. C'est peut-être quelque chose qui sera tranché d'un point de vue réglementaire et légal lorsqu'on s'attaquera éventuellement à des modifications de la loi MOP. Aujourd'hui, ça reste encore en discussion. Donc, c'est quelque chose qui, si on ne veut pas être embêté, doit être effectivement très clair dès le départ au moment de l'engagement des différentes parties. Alors, vas-y Bruno pour ta question. Donc, c'était sur
Ouais, sur l'obtention de précision sur l'interface avec la GTB. Donc, c'est vrai qu'on a sorti récemment EcoStruxure Building Operation 2.0 qui facilite cette intégration avec une maquette numérique dans la mesure où on peut récupérer les données qu'on souhaite dans la GTB par une technologie qu'on appelle Smart Connector. Et là, nos systèmes intégrateurs ont aussi toute la boîte à outils pour réaliser cette intégration entre la GTB et la maquette numérique. Et il y avait un deuxième volet en fait dans la question, c'est existe-t-il un moyen de verrouiller les familles et les gabarits avant diffusion? Il existe des moyens il y a des gens qui créent du contenu qui ont trouvé effectivement un moyen de verrouiller. En fait, ce qui sera verrouillé, ça sera notamment des paramètres qui ne seront plus accessibles. En revanche, verrouiller le fichier Revit et la façon dont il est organisé, ça me semble être une ineptie dans le sens où on l'a bien vu. L'idée, c'est que la maquette numérique, elle vive au fil de son cycle de vie. Et si, pour des problèmes de propriété intellectuelle, on vient verrouiller et obliger les gens à recommencer de zéro simplement parce qu'on n'a pas voulu permettre de modifier les choses, ça va pas, on va dire, dans le sens de faire vivre un bâtiment à partir des données qui sont créées à l'origine du projet. Donc là, aujourd'hui, je comprends parfaitement la position des maîtres d'œuvre qui s'inquiètent de la propriété intellectuelle qui passe chez les entreprises. De la même façon, les entreprises peuvent aussi avoir cette problématique vis-à-vis des mainteneurs. Encore une fois, c'est quelque chose qui doit être réglé contractuellement. L'idée du BIM, c'est quand même d'avoir un cycle de vie complet et de faire vivre la base de données qui alimente le modèle. Alors, on a quelques questions complémentaires. Voilà, il est 11h30. Normalement, on est censé clore, donc il n'y en a pas énormément, donc on va essayer d'y répondre. Alors, est-il imaginable d'avoir un webinaire sur les schémas et synoptiques courant fort, courant faible? C'est imaginable. Aujourd'hui, le problème, c'est que ça ne sera pas un webinaire qui utilisera Revit, puisque vous l'avez tous noté qu'en dehors de créer du schéma et des synoptiques dans une feuille de dessin traditionnelle, Revit ne propose pas d'outils spécifiques à ça. Alors, par contre, un certain nombre de partenaires le font. Donc, on pourrait imaginer avoir un webinaire conjoint avec certains des partenaires technologiques que j'ai pu citer au préalable qui traitent ce genre de choses. Vous pouvez aussi directement aller sur leur site. Ils ont tout un tas de vidéos qui vous montrent un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc, ça fait peut-être la transition oui. Sur le dernier point, voilà, les prochains rendez-vous, puisque finalement, devant s'est rencontré. Donc, prochain rendez-vous, donc on vous propose donc un webinaire le 21 mars où le thème n'est pas encore défini, mais effectivement, le synoptique CFA et CFO peut être une des options. Également, on vous donne rendez-vous Autodesk et Schneider au salon BIM World le 2 et 3 avril 2019, donc à Porte de Versailles. Donc, nous aurons tous les deux un stand lors de ce salon. Oui, tout à fait. Et voilà. Donc, sachez qu'il y a des choses très intéressantes dans les tuyaux côté Schneider vis-à-vis de la partie BIM qui seront a priori dévoilées lors de ce webinaire. Je pense à des choses qui tournent autour des Canalis, par exemple. Voilà, il y a des petites choses sympathiques. Voilà. Donc, on vous attend nombreux. On vous remercie pour les fidèles qui ont fait l'ensemble des webinaires et on vous remercie aussi pour ceux pour qui c'était le premier. Et on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. À très bientôt. À bientôt.